Allez, je propose qu'on démarre comme ça va faire arriver les dernières personnes le temps de l'introduction. Déjà pour commencer, bonjour à tout le monde. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025. Donc, on espère que vous vous portez bien, que vous avez plein de projets pour l'année qui vient. Et on est vraiment très content de vous accueillir sur ce webinaire. Et puis déjà, merci pour votre participation et votre fidélité aux échanges qu'on peut vous proposer. Pour démarrer, je vais vous dire quelques mots d'introduction sur la façon dont on a organisé le webinaire. Puis surtout que ça fait un moment qu'on n'en a pas fait. Et puis ensuite, on passera au cœur du sujet qu'on s'est proposé de traiter aujourd'hui. Et évidemment, on laissera une part d'échange sur la fin de la séance qui est prévue donc pour durer jusqu'à 16 heures. On voulait un temps assez court. Parce qu'on sait que les emplois du temps sont chargés pour tout le monde. Donc, on ne voulait pas vous mobiliser trop longtemps. Du coup, Baptiste, si tu peux démarrer sur les slides, s'il te plaît. Voilà. Alors, pour situer un petit peu le webinaire qu'on vous propose aujourd'hui, vous ne l'avez peut-être pas forcément suivi, parce que c'est vrai que dans la dernière année, on n'a pas beaucoup communiqué. En fait, en 2024, on a centré pas mal nos réflexions sur l'accompagnement des producteurs à l'heure du numérique, donc plutôt orienté vraiment sur l'amont de la chaîne archivistique. Ça s'est traduit notamment dans le catalogue de formation, et je vois dans la salle plusieurs personnes qui ont pu assister à cette formation justement sur l'accompagnement des producteurs. On va aussi en tirer des choses là dans l'année qui vient, je vous en reparlerai. Mais c'est vrai que pour 2025, on voulait revenir à un sujet qui nous a beaucoup occupé, qui continue de beaucoup nous occuper, qui est le sujet de la préparation des versements, en essayant aussi de l'élargir pour resituer ce sujet-là dans le sujet plus général de la collecte des archives numériques. Et pour organiser un peu les réflexions sur ce sujet, on s'est donné 4 jalons au cours de l'année 2025 pour travailler là-dessus. Donc le premier jalon, c'est celui d'aujourd'hui, avec à la fois donc le webinaire dans lequel on va vous présenter des éléments justement de bilan et de réflexion sur la préparation des versements. Mais c'était aussi l'occasion pour nous de vous présenter et proposer une nouvelle publication. Je vais en parler tout à l'heure sur le guide pratique pour préparer les projets de versement. Donc ça, c'est le premier temps fort de cette année. On interviendra avec plaisir dans le cadre du forum de l'AF, également donc, dans le sujet de la collecte, pour essayer de faire un portrait de l'archiviste numérique. Donc pour les personnes qui pourront assister au forum, ce sera aussi l'occasion de nouveaux échanges. Et puis, on se donnera un troisième temps au mois de juillet, donc sans doute juste avant l'été, pour publier un nouveau manuel qu'on a en projet et qui sera vraiment dédié au sujet de la collecte numérique. Donc encore une fois, un peu plus large que le sujet de la préparation des versements. Et puis il y aura un dernier temps qu'on n'a pour l'instant pas encore complètement arrêté, sous la forme d'un webinaire ou d'un atelier, plutôt en fin d'année prochaine. Donc vous aurez les informations à venir voilà, au fil de l'eau. Alors, quelques mots du coup sur le webinaire d'aujourd'hui. Donc, on a intitulé Préparer les versements, bilan et perspectives. Pourquoi on a choisi ce titre? D'abord parce qu'il nous semblait intéressant de faire un petit bilan sur le manuel de préparation des versements numériques, qui est un document donc qu'on avait publié mi-2021, qu'on avait présenté au travers d'un webinaire, qu'on a diffusé aussi assez largement. Aujourd'hui, donc ce document, il a presque 600 téléchargements à son actif. Il s'est quand même pas mal diffusé au sein du réseau. On mesure aussi sa diffusion dans les échanges qu'on peut avoir avec vous, dans les cahiers des charges dont on est amené à prendre connaissance. Et puis évidemment, de notre côté, c'est aussi en 2020, fin 2024, une cinquantaine de projets de préparation de versement qu'on a accompagnés sur des sujets, et on en est vraiment ravis, qui sont de plus en plus variés, puisque au-delà des classiques comme les dossiers de séance, les marchés publics, le budget, donc qui sont des flux qu'on traite en général en début de projet, on commence à avoir des typologies d'archives un petit peu plus variées. Notamment, il y a plusieurs sujets là qu'on a traités récemment autour de l'aide sociale. Donc ça, c'est plutôt pour les départements, personnes âgées, personnes handicapées, aide sociale à l'enfance. Dans le secteur de la santé, le dossier patient informatisé, qui est un gros sujet. Et puis, du côté des ressources humaines, le dossier individuel de l'agent, les dossiers de concours. De même que dans le côté urbanisme, on a aussi travaillé donc, sur le sujet des autorisations de droit des sols, et plus spécifiquement sur des sujets comme les dossiers d'ouvrages exécutés ou l'archivage des dossiers de bâtiments.
Tout ça sans parler de certaines typologies très spécifiques à certains producteurs. Donc, on a quand même quelque chose qui s'est pas mal étoffé et ça nous a permis aussi de valider finalement un peu la méthode sur des environnements de projet et des typologies très variées. Donc tout ça nous a permis à la fois de conforter la méthode, de l'enrichir, et c'est des choses qui transparaîtront aussi dans le futur manuel, mais également d'expérimenter un certain nombre d'outils, même la quasi-totalité des outils qui sont disponibles aujourd'hui sur le marché, au travers notamment de la réalisation de prototypes d'archivage. Et ça, c'est finalement le premier point qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. C'est le premier bilan finalement qu'on peut tirer de la publication du manuel. Donc, vous allez voir à travers des prototypes là qu'on va vous montrer aujourd'hui. L'idée, c'est de présenter aussi un petit peu un bilan de tout ce qu'on fait en matière d'outils au-delà des sujets méthodologiques. Et puis, donc dans la continuité du manuel et dans la continuité de ce bilan, il nous semblait important finalement d'accompagner le manuel avec un document plus opérationnel dans lequel on pourrait identifier les points sensibles que nous rencontrons très régulièrement sur les projets de préparation de versement, les récurrences aussi qu'on observe souvent sur ces projets-là, non pas pour aplanir toutes les difficultés, parce que ça, malheureusement, je ne suis pas sûre que ce soit possible, mais plutôt pour vous aider dans la planification de vos projets, pour essayer d'amorcer le plus possible, d'anticiper le plus possible l'identification de ces points sensibles de façon à les réduire au maximum, et puis de ce fait, de faciliter encore l'appropriation du manuel, de la méthode qu'on vous a proposée, pour que tout ça soit de plus en plus fluide et qu'on puisse aller de plus en plus vite aussi sur les projets de préparation de versement, puisque je pense que ça fait quand même partie des objectifs de la communauté des archivistes. L'objectif aussi, le deuxième objectif qu'on a assigné à ce guide pratique était de faciliter la rédaction de cahiers des charges. Alors là, c'est un petit peu plus spécifique, mais c'est vrai que dans les échanges qu'on peut avoir avec la communauté, on nous pose régulièrement la question de savoir si on n'aurait pas des modèles de cahiers des charges ou des clauses pour justement des cahiers des charges de préparation de versement. Donc l'objectif du guide, c'était aussi finalement de synthétiser un petit peu tout ce que nous, on a sous le coude qui était éparpillé par-ci, par-là, dans un document qui vous permettent de piocher dedans et de travailler sur la base de modèles existants. Une toute petite précision du coup, je vous ai envoyé donc ce matin un mail avec le lien pour télécharger le guide. Donc on a vu qu'il y avait déjà eu plusieurs téléchargements aujourd'hui et je vous en remercie. Un tout petit point important, pour pouvoir télécharger le guide, il faut que vous ayez un compte sur le hub et que vous soyez connecté à ce compte. Sinon, il y a quelques personnes qui ont eu le cas ce matin, vous avez une erreur 503, c'est que vous n'êtes pas connecté sur la plateforme et donc vous ne pouvez pas accéder au téléchargement. Alors juste un tout petit point sur cette connexion, nous, ça nous permet derrière d'avoir des statistiques de diffusion. Et donc, c'est pour cette raison qu'on vous demande de vous connecter. Peut-être que pour terminer l'introduction, donc je peux vous dire quelques mots du programme qui est dans la slide suivante. Donc globalement, on va avoir deux grandes parties pour le webinaire d'aujourd'hui. La première partie, on a décidé avec Baptiste de vous présenter un projet de versement en accéléré, donc en suivant les grandes étapes de la méthode qu'on va récapituler, et puis justement pour vous montrer un peu tous ces prototypes d'archivage autour des différents outils dont on dispose actuellement. Alors, évidemment, on ne peut pas vous montrer toutes les étapes parce que ce serait beaucoup trop long, mais on a essayé quand même de garder un fil directeur assez compréhensible et on va travailler donc sur un exemple de façon à vous montrer un peu finalement dans un cas réel tout ce qui peut arriver donc sur ce type de projet. Dans la deuxième partie, on fera une présentation rapide du guide. L'objectif là, c'est plutôt de vous dire un peu qu'est-ce que vous pouvez y trouver dedans, comment on a conçu ce guide, et puis qu'ensuite vous ayez envie de le télécharger, surtout de le lire et de l'utiliser. Donc voilà, j'essaierai de vous montrer un peu ce qu'on a fait là-dedans. La dernière partie, donc on essaiera de se garder, on va dire entre 15 et 10 minutes pour les échanges. Vous aurez la parole. Alors, par rapport
rapport à ça, ce que je peux vous dire, c'est que donc vous avez un onglet qui s'appelle Conversation. Ce que je vous invite à faire, c'est à y poser au fil de la discussion vos échanges, vos remarques, ce dont vous voulez nous faire part. Et en fonction des sujets, soit on les traitera au fil de l'eau ou à la fin de chaque partie, soit on les verra même plutôt dans cette dernière partie. Donc voilà, n'hésitez pas à écrire vos remarques, vos questions. Elles sont tout à fait bienvenues et on y répondra avec plaisir, évidemment dans la mesure du possible. Une dernière précision, puisque la question a été posée aussi plusieurs fois. Donc, on va enregistrer le webinaire. Donc, vous êtes enregistré déjà et il sera publié donc sur le hub à partir de la semaine prochaine. Je ferai un message par mail, je pense, pour annoncer la publication et pour vous donner aussi le lien pour le récupérer. Baptiste, on n'a plus le partage d'écran. C'est pas grave, je vais le prendre moi. Voilà. Alors, on va démarrer donc tout de suite par la première partie, donc un projet de versement en accéléré. Alors, ce qu'on a choisi de faire, donc, c'est vraiment de travailler sur un exemple pour pouvoir travailler finalement sur tous les... Baptiste, on t'a récupéré, excuse-moi, mais... C'est bon, je suis là. Oui, du coup, si tu veux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Bien sûr. Et même celle d'après. Donc, l'exemple qu'on a choisi de traiter aujourd'hui, pour changer un petit peu des sujets qu'on a déjà pu traiter, que ce soit sur le budget, que ce soit sur les délibérations, c'est l'exemple des dossiers donc, qui sont produits dans le cadre de l'aide aux personnes handicapées dans les départements. Alors, pour les personnes qui travaillent pas en département, ne fuyez pas tout de suite, parce que vous allez voir qu'il y a des problématiques en fait qui se recoupent avec d'autres typologies de dossiers. Comment on va travailler sur cet exemple-là aujourd'hui? On va suivre donc les étapes de la méthode telle qu'elle a été décrite dans le manuel de préparation des versements. Alors, pour les personnes qui ont l'habitude de travailler avec nous, ça va être un peu redite, donc je vais essayer d'être rapide. Pour les autres, donc globalement, la méthode, elle se divise en 3 séquences. C'est les pavés bleu foncé que vous voyez sur ce schéma-là. Et chacune des séquences se divise ensuite en plusieurs phases. La séquence la plus importante, et c'est celle sur laquelle on insiste tout le temps, parce que souvent c'est celle qui est un petit peu oubliée des projets de préparation de versement numérique, c'est la phase que nous on appelle, enfin la séquence que nous on appelle d'analyse et de spécification. Dans cette séquence, vous avez plusieurs phases, alors qui peuvent être menées de front, de façon parallèle ou non, ça dépend des cas de figure. Globalement, ce qu'on va y faire, c'est qu'on va essayer de dresser un état des lieux le plus complet possible de la situation, c'est l'analyse, et ensuite, on va définir les besoins d'archivage qui sont associés à cette situation. Donc, dans l'analyse, en général, on travaille selon 4 axes qui sont définis ici. On va partir du processus métier. Donc ça, j'ai déjà expliqué très longuement pourquoi le processus dans le numérique était vraiment le fil directeur et le fil rouge sur lequel on pouvait travailler pour garder la cohérence du fonds organique archivistique. Donc c'est toujours ce biais-là qu'on prend pour attaquer les projets. Sur la base du processus métier, on va définir le processus documentaire, c'est-à-dire quelles données et quels documents sont produits à quel moment du processus. On va y calquer également le contexte technique. Donc, c'est non seulement quelles données et documents sont produits à quel moment, mais aussi avec quels outils ils sont produits, dans quels outils ils sont stockés. Et on ajoute à ça également quelque chose qui est un petit peu plus diffus, parfois un petit peu plus complexe à appréhender. C'est ce que nous, on appelle le contexte projet. Parce que, évidemment, pour travailler sur la préparation d'un versement, on va avoir besoin de moyens, des moyens humains, éventuellement des moyens financiers, ça dépend de ce qu'on veut faire. On va avoir besoin de compétences. Et donc, au regard de tout ce dont on dispose, on a un contexte particulier qui est le vôtre et dans lequel on va inscrire ensuite le scénario d'archivage. Donc tout ça, c'est pour la phase d'analyse. Ensuite, on travaille sur les besoins d'archivage. Qu'est-ce qu'on entend par là? Tout un tas de sujets qui sont liés aux archives. Ça va aller de la définition des règles de gestion, durée de conservation, modalités de communication, sorts finaux, échantillonnage éventuel, etc. On va aussi parler là-dedans des besoins qui sont liés soit à la protection de la valeur probante, donc plutôt orienté sécurisation de l'information, valeur probante, soit besoin
besoin d'archivage définitif, donc plutôt orienté pérennisation. Et on va aussi parler là-dedans de tout ce qui va être structuration du versement à venir, donc plan de classement, modalité de description, modalité d'indexation, clé de recherche dans le SAE, etc., etc. Donc, vous voyez, quelque chose d'assez large qui se fait vraiment en miroir de la phase d'analyse. Une fois qu'on a posé tout ça, donc phase 1, phase 2, on peut passer à la définition du scénario d'archivage, c'est la phase 3. Alors, ce dont on s'est rendu compte en appliquant la méthode de façon un peu systématique, c'est que très souvent, on a plusieurs scénarios d'archivage possibles. Et souvent, on a même plus de scénarios que ce qu'on imaginait au départ. Donc, l'exemple qu'on a choisi aujourd'hui a pour vocation aussi de montrer ça, c'est-à-dire qu'on a toujours plusieurs possibilités. Et l'idée, l'intérêt de tout ça, c'est aussi de dire que comme on a plusieurs scénarios, on va pouvoir aussi regarder les avantages, les inconvénients, les coûts, les risques qui sont associés à chacun des scénarios et de facto venir choisir le scénario qui est le plus intéressant, qui est le plus pragmatique par rapport au contexte qu'on a décrit. L'exemple que je prends souvent, c'est on ne va pas se mettre à développer un connecteur sur mesure si on est dans un contexte budgétaire extrêmement tendu et dans lequel on n'a aucune compétence technique pour spécifier le connecteur. À l'inverse, si on a très peu de temps disponible, on ne va pas se mettre à faire de la préparation manuelle sur des grands volumes d'archives. Alors c'est un peu caricatural ce que je dis, mais l'idée, voilà, c'est de vous donner un peu des éléments de réflexion. Une fois qu'on a travaillé là-dessus, on choisit le scénario d'archivage. Donc souvent, en fin de phase 3, on a un comité de pilotage décisionnel qui choisit et qui entérine le scénario qu'on va retenir pour la suite. Et ensuite, on passe sur des volets plus techniques. Alors, à la fois la spécification du scénario choisi, je vais y revenir tout à l'heure dans le guide parce que c'est un point qui est important par rapport aux prestations. Et puis la mise en œuvre. Donc là, on va commencer à manipuler les données, on va commencer à les préparer, à les transformer. Et puis, tout ça va nous permettre de préparer des SIP. Donc pour les personnes qui ne sont pas familières d'OAIS, je vous rappelle que le SIP, c'est le paquet qu'on va préparer pour versement dans le SAE. Et ce paquet, effectivement, on va le verser, c'est la séquence 3 ici qui termine le schéma, dans le système d'archivage électronique. Je vous propose de décliner tout de suite la méthode donc, sur le cas d'usage qu'on a choisi. Alors, pourquoi on a choisi l'aide aux personnes handicapées? Donc, comme je vous le disais, c'est un processus qui est vraiment intéressant parce qu'il présente des problématiques multiples et qui finalement peuvent s'appliquer à d'autres types d'instructions de demande. Alors, d'abord, ce qu'on trouve intéressant dans ce processus, c'est que c'est un des premiers processus métiers qui a été dématérialisé de façon un peu systématique et on y réfléchit quand même depuis longtemps, puisque les premiers travaux au niveau national en matière d'archivage datent de 2007-2009, donc ça fait quand même un moment. Et dans beaucoup de MDPH aujourd'hui, on a des outils de dématérialisation qui sont quand même assez bien ancrés. Parfois, on est déjà sur une deuxième vague de dématérialisation avec des nouveaux outils. Donc, on est quand même sur quelque chose qui est assez stabilisé de ce point de vue-là. C'est un cas d'usage qui présente aussi des problématiques multiples et qui sont emblématiques de ces processus d'instruction de demande individuelle, avec donc plusieurs sujets là qu'on a listés, notamment le fait que dans ces processus métiers, on a souvent au-delà des dossiers individuels, différentes typologies documentaires qui sont produites au cours du processus. Je vais vous le montrer juste après dans l'exemple. Et avec une granularité notamment d'archivage qui va être différente. Je m'explique. Dans un processus comme l'aide aux personnes handicapées, on va voir apparaître notamment des PV de commission qui ont une granularité complètement différente de celle des dossiers individuels. Donc ça, c'est un premier sujet par rapport à l'archivage. On a un deuxième sujet qui est lié au fait que ce sont des dossiers individuels évidemment sériels qui sont censés être très homogènes, mais qui souvent, quand on les regarde dans le détail, présentent des contenus qui en réalité sont assez hétérogènes. C'est-à-dire qu'on va avoir un premier niveau qui est homogène, qui est le niveau du dossier individuel, et puis souvent, dans le plan de classement qui va constituer le dossier, on va avoir des variations, on va avoir des variations à la fois au cours du temps, mais parfois même d'un dossier à l'autre, et puis des typologies qui évidemment peuvent être très diverses, sans compter que dans
ces dossiers, on va pouvoir avoir des choses qui sont assez différentes. Dans le cas des personnes handicapées, si vous avez un peu travaillé dessus, de temps en temps, on a des dossiers qui concernent une décision, une demande et qui sont très petits. Et à l'inverse, on a des personnes qui sont suivies pendant presque toute leur vie par la MDPH et qui vont présenter des dossiers évidemment beaucoup plus volumineux. Donc ça, sur le plan technique, ça pose aussi des questions. Là-dedans, on a aussi des décisions administratives, évidemment, qui font foi et qui font parfois foi dans la durée, puisqu'on commence aujourd'hui à avoir des recherches dans certains dossiers, notamment pour les questions de droit à la retraite. Et on a parfois aussi besoin de préserver la valeur probante de ces documents au-delà des questions de pérennisation liées à la DUA. Et puis, on a aussi des sujets qui touchent alors là plutôt à la production et à l'amont de la production, puisque souvent, on a différents points de production dans ces processus, avec des documents qui peuvent émaner de chaînes de numérisation plus ou moins fidèles, ça dépend des contextes, qui passent par des outils multiples, c'est à la fois des applications métiers, des GED, parfois on a de la bureautique qui se superpose là-dessus. Donc ça nous pose quand même pas mal de questions en matière de gestion documentaire, en matière de moment de capture et évidemment de gestion de cycle de vie à l'intérieur de tous ces outils. Une toute dernière précision donc, par rapport à l'exemple qu'on va vous présenter. On l'a constitué sur la base de plusieurs projets qu'on a accompagnés. C'est une espèce de chimère, hein, donc évidemment, ça peut ressembler à des situations que vous connaissez, mais c'est complètement fictif. Et les exemples que Baptiste manipulera tout à l'heure sont aussi complètement fictifs et anonymisés. Donc, ce ne sont pas du tout des documents réels. Alors, on va démarrer en fait la partie analyse avec, donc, comme je le disais, l'analyse du processus. Alors, le schéma là qu'on vous montre ici, évidemment, c'est le résultat d'un travail qui en général se fait au cours de différents ateliers avec le service ou les services producteurs. Donc là, je vous montre que le résultat, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, on va faire que ça en accéléré. Je vous montre ça parce que vous allez voir que derrière, en fait, tout ce qu'on va faire, ça découle de ce processus. Donc classiquement, hein, ici, on a les grandes étapes qui sont dans les pavés bleu foncé, qui sont donc le dépôt de la demande, l'étude de la recevabilité, avec la question de la complétude du dossier, la demande de complément éventuel, l'évaluation de la demande, le passage en commission et la décision qui se traduit soit par un accord, soit par un refus. Dans les rectangles bleus qui suivent, on a aussi tout ce qui peut suivre éventuellement la décision, à savoir un recours administratif et puis éventuellement de la procédure contentieuse, puisque on peut aller jusque-là. Donc en bleu, les étapes du processus, et en rouge, donc comme je vous le disais tout à l'heure, ce qu'on va trouver ici, c'est ce que nous on appelle le processus documentaire, à savoir les données et les documents qui sont produits et reçus à chacune des étapes. Donc si je prends le dépôt par exemple, hein, on va trouver à la fois des documents très standardisés que sont les CERFA, mais également un certain nombre de pièces justificatives, médicales, d'identité, administratives. Donc là on a tout un tas de typologies possibles. Et puis, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, vous voyez que par exemple, au niveau de la commission, on va avoir un procès verbal qui, dans le contexte qu'on a étudié, aujourd'hui est un PV papier. Alors qui, dans d'autres contextes, pourrait être autre chose, mais là, en l'occurrence, il est papier. Donc, processus documentaire. Et puis, ce que vous voyez en jaune et en violet ici, ce sont d'une part les outils de production et de stockage. Donc ça, c'est ce qui est en jaune sur le schéma. Ici, on a pris un contexte très classique avec deux outils que sont Yodas sur la partie données, hein, donc tout ce qui va concerner l'instruction des demandes, et une GED associée, alors qui est très souvent dans les contextes départementaux multigestes, mais qui évidemment pourrait être autre chose également. Alors, je vous rassure, on peut changer les outils, on pourrait prendre Solis, on pourrait en prendre d'autres. Globalement, on va retrouver les mêmes problématiques, à ceci près qu'on n'aura pas nécessairement exactement les mêmes exports, mais c'est vraiment dans le même genre d'idée. Et puis, donc, vous voyez en violet hein, les différents acteurs qui sont mobilisés au cours du processus. On va dire que cette partie-là, on la met plutôt pour information, parce que nous, on considère que ce genre de schéma vient documenter aussi le versement. On n'en a pas forcément besoin après pour traiter la chaîne d'archivage.
Donc ça, c'est pour le processus. Comme je vous l'ai dit, après, on va travailler aussi avec le service d'archives sur la définition des besoins d'archivage. Donc là encore, en général, ça se fait au travers d'ateliers. Et je vous mets ici juste un schéma récapitulatif de l'identification des besoins, donc dans le cas fictif qu'on travaille aujourd'hui. Alors, ce que je voulais vous montrer à travers ce schéma, c'est que souvent on va parler du projet de versement et en réalité, c'est un petit peu comme à la SNCF. En général, un train peut en cacher un autre. Et donc, très souvent, quand on commence à travailler le sujet de versement, on se rend compte qu'en réalité, derrière ça, il y a plusieurs sujets et que les enjeux et les intérêts de chacun ne sont pas nécessairement identiques. Je m'explique. Ici, dans le cas présent, donc l'objectif est bien de verser les dossiers individuels au service d'archives compétent. Donc, on est bien sur une partie verte qui est plutôt la question d'un archivage à long terme. Or, en réalité, en discutant avec le service producteur, mais aussi avec le service informatique, on s'est aperçu qu'il y avait des enjeux liés à la garantie de la confiance. C'est ce qui est matérialisé en orange ici sur le schéma, donc sur la partie gauche, avec des sujets sur lesquels on ne va pas s'étendre aujourd'hui, mais qui sont très importants, portés par le processus de numérisation. En l'occurrence, est-ce qu'on est sur une chaîne de numérisation qui est fiable ou pas? Est-ce qu'on a suffisamment de métadonnées en cas de contentieux pour prouver la valeur des documents? On est sur une confiance qui est aussi portée par la sécurité du système d'information. Est-ce que j'ai travaillé sur la continuité, la reprise d'activité? Qu'est-ce qui se passe si jamais on a une grosse difficulté? Et puis, des éléments aussi portés par la GED. Là, je pense plutôt à la traçabilité, c'est-à-dire si j'ai un contentieux, je veux pouvoir montrer que le document n'a pas été modifié de façon accidentelle ou intentionnelle et que effectivement, je peux bien avoir confiance dans ce document. Donc ici, par rapport au service d'archives, ce qu'on avait dit, c'est que c'est plutôt le périmètre du contrôle scientifique et technique. Et dans le cas de l'exemple qu'on a pris, on serait plutôt sur un certain nombre de recommandations ou de contrôles à exercer par le service d'archives, sans que celui-ci, dans le cas qui nous occupe, se soit positionné plus amont. Mais dans certains contextes, on pourra avoir des services d'archives qui vont plus loin sur ces sujets-là et qui accompagnent vraiment la chaîne de confiance chez les producteurs, je sais pas, en accompagnant par exemple la mise en place de processus de numérisation ou autre. Donc ça, c'est pour la partie orange. Un autre sujet aussi, c'est l'élimination des données. C'est la partie jaune du schéma. Ce que je voulais vous montrer dans ce schéma-là, c'est que éliminer les données, pour nous, archivistes, souvent, ça va de soi. Et en réalité, dans le monde dématérialisé, c'est quelque chose qui peut s'avérer assez complexe. Alors, c'est aussi pour ça qu'on avait pris l'exemple des personnes handicapées, de Yodas, de Multigest et de tous ces outils-là. Aujourd'hui, on a la théorie. Donc, c'est ce que je vous ai mis là, par exemple, sur la DUA, l'élimination des pièces au fil de l'eau, les dossiers en fin de DUA. Les objectifs sont tout à fait louables. C'est à la fois la maîtrise des volumes, notamment numériques, et la conformité au RGPD. Néanmoins, ce dont on se rend compte dans pas mal de projets, c'est que aujourd'hui, il est difficile de faire des éliminations. Là, j'entends vraiment sur le plan technique, et que on n'a pas forcément intérêt à lier les projets de versement et d'élimination, parce que souvent, on se rend compte que c'est difficile d'articuler les deux. Donc ça, c'est pour l'élimination. Ce qui est intéressant avec ce sujet-là, c'est qu'il peut vous permettre, par exemple, de motiver un service informatique qui n'est pas forcément très intéressé par le versement, mais qui va avoir son intérêt à se dire que, ah bah oui, effectivement, là, dans la GED qui pèse plusieurs téras, peut-être qu'on pourrait éliminer les dossiers obsolètes. Donc, c'est pour vous donner aussi des arguments, justement, de négociation de ces projets. J'en reviens aussi au sujet des besoins d'archivage. Donc ici, ce qui avait été décidé dans cet exemple, mais on pourrait faire différemment, c'était de collecter donc d'une part les PV de commission. Alors ici, comme ils sont encore signés papier, on va être sur une collecte papier, donc réalisée selon les procédures classiques du service d'archives. Les données registres issues d'IODAS sous la forme de registres numériques. Donc là, en l'occurrence, ce qu'on va exporter sont plutôt des données sous forme de tableurs. Alors si ça vous intéresse, on pourra revenir là-dessus dans les commentaires pour vous expliquer un peu ce qu'on peut faire sur ce sujet-là. L'objectif de ces données registres, c'est justement d'avoir une vue un peu exhaustive de toutes les personnes qui ont été accompagnées par l'aide aux personnes handicapées, de façon à avoir à la fois un registre complet et des dossiers individuels numériques
numériques, qui donc ici seront plutôt extraits de la GED et qui vont être conservés selon un échantillon systématique qui est défini selon le cadre méthodologique que vous connaissez. Donc, on est sur 3 typologies à collecter, avec, comme je le disais tout à l'heure, des granularités différentes. Le PV, plutôt sous forme papier, c'est quelques commissions par an, donc c'est quelques documents. Les données sous forme de registre annuel, donc c'est un export chaque année, et ça constitue un document. Et puis, ces dossiers individuels, qui tout de suite, évidemment, constituent un volume plus important. Donc ça, c'est pour le choix de ce qu'on va archiver. Et je vais laisser la parole à Baptiste pour vous présenter un peu justement les autres choix d'archivage en termes de structuration documentaire et de description. Allez, je reprends. Je vous dis bonjour déjà pour commencer. Je vous souhaite mes meilleurs vœux parce que j'avais encore pas pris la parole. Voilà, c'est chose faite. Excuse-moi. Aucun problème. Dans la suite de la méthode qui a déjà été présentée, après les entrants qui ont déjà pu être présentés, souvent ce que l'on fait, c'est qu'on essaie de définir en fait une arborescence, un dossier type pour le flux en question. Et là, en l'occurrence, le choix que l'on vous propose, hein, c'est de repartir en fait de l'arborescence métier qui a été configurée dans l'application de production, en l'occurrence dans la JET de production, étant entendu que cette arborescence est configurable, hein, par le service producteur, que donc potentiellement d'un contexte à l'autre, le plan de classement pourrait être différent. Et que dans d'autres contextes d'archivage, il peut arriver aussi que on décide de redéfinir un plan de classement archivistique qui est différent du plan de classement métier. Là, pour des raisons, on va dire, d'efficacité et aussi parce que la structure qui était définie en amont convient aux besoins, enfin, ou répond aux besoins d'accès aux besoins d'archivage, c'est directement cette structure qui est récupérée. Ça vient du fait aussi, hein, si on essaie de prendre un peu de hauteur par rapport au guide pratique et à la méthode de préparation, enfin, ça permet, hein, comme je le disais, de directement répondre aux besoins d'accès. Donc, au-delà de la question du plan de classement, de la structuration documentaire, des typologies documentaires associées, souvent, on va avoir besoin aussi de s'interroger ou de s'intéresser aux clés d'index ou aux informations qui permettent de qualifier le contenu, c'est-à-dire aux métadonnées en fait, hein, issues d'une application de production. Et dans l'exemple qu'on vous propose de suivre, la GED, qui est elle-même interfacée avec l'application de gestion vraiment de suivi métier. Cette GED, elle est aussi en mesure de nous exporter des métadonnées permettant de décrire notamment les dossiers. Vous verrez aussi un peu les pièces. Là, le choix qui est fait, hein, dans ces scénarios-là est de ne décrire que au dossier. Alors, donc, dans le tableau qui s'affiche, vous retrouvez voilà, quelques clés d'index dont le but, hein, est d'identifier le contenu et de pouvoir accéder aux dossiers qui sont réellement versés dans le système d'archivage de destination. On retrouve le nom, le prénom, la date de naissance, la date de décès. Il est entendu aussi voilà, qu'en fonction du périmètre d'archivage et donc du scénario associé, évidemment, ces métadonnées-là pourraient être différentes et de manière un peu plus large encore, en fonction de ce que les applications de production sont en mesure de nous mettre à disposition, il faudra adapter ces spécifications-là pour coller aux besoins. Si on passe à la suite, il va falloir parler aussi des données et des documents qui sont réellement récupérables, on va dire, les données qui peuvent être capturées. Et donc là, dans l'exemple que je vais vous présenter, c'est un exemple qui est à la fois fictif, mais qui s'inspire quand même d'une certaine réalité.
La GED, en fait, elle est en mesure de nous exporter des dossiers qui reproduisent le plan de classement d'origine, comme je le disais, avec les documents à l'intérieur. Selon cette structure-là, hein, donc en fait, sur un file system, enfin, on va dire sous un environnement de travail informatique, on retrouve donc un dossier d'origine qui contient autant de sous-dossiers que nécessaire sélectionnés voilà, qui pourraient faire l'objet d'un archivage. Euh, ces dossiers contiennent également donc, le plan de classement numéroté avec des sous-niveaux de description et puis à l'intérieur donc les pièces elles-mêmes. Ici, dans cette capture, on ne nous fournit que des PDF, mais évidemment, hein, en fonction des contextes, on pourrait avoir une certaine hétérogénéité. Vous voyez aussi là que tout le système de nommage est plutôt propre. Avec, on sent hein, une structuration faite, voilà, enfin, composée de clés d'index directement récupérées depuis une base de données métier. Dans certains cas, c'est pas comme ça que ça se matérialise. Et en fait, ce qui est important du point de vue de la méthode, c'est non pas de travailler dans l'absolu, mais de bien regarder ce qui est disponible dans les applications, à partir des applications de production, pour pouvoir adapter le scénario. Et donc, dans certains cas, là, c'est un cas assez simple dans la mesure où le système d'information de production est en mesure d'exporter des contenus structurés enfin, assez propres, on va dire. Et dans certains cas, en fait, on est forcé hein, d'envisager des contournements, c'est-à-dire de passer par enfin, d'autres modalités ou d'autres fonctionnalités qui ne seraient pas présentes dans l'application de production. Nous, ce qu'on voit, hein, enfin, pour faire un petit retour d'expérience là-dessus, ce qu'on observe assez régulièrement, c'est que on peut avoir des projets d'archivage, hein, j'entends, qui sont en attente de l'acquisition de nouveaux modules d'export ou de montée de versions d'applications de production, simplement parce que à date, au moment où on traite de ces sujets, en fait, il est juste impossible hein, de récupérer des contenus qualifié, on va dire. Et on voit aussi d'autres cas dans lesquels on ne passe pas par justement ces fameux modules d'export. Pourquoi? Parce que en fait, on se rend compte que les données pardon, validées, qualifiées, elles ne se trouvent pas en fait dans l'applicatif qu'on pouvait imaginer contenir ces infos-là, enfin utilisées par les services producteurs. Donc, en fonction des cas de figure, on va adapter, il faut adapter le scénario. Et ça, c'est un autre point qui est important, enfin, je pense qu'il faut redire, qui est lié à la slide qui va suivre, que je vais vous présenter tout de suite. La cinématique globale et le recours en fait aux outils aux outils de préparation d'interface technique qui permettent de verser dans le SAE, ces choix-là d'outils ne sont pas à réaliser a priori, mais bel et bien après la phase d'analyse. Donc analyse de métier, analyse de capacité A et enfin donc de projet on va dire, et évidemment analyse technique, c'est un sujet qui est absolument indispensable. Et encore une fois hein, par rapport à ça, on a aussi été confronté à des projets dans lesquels en fait on était un peu bloqué parce que techniquement on savait pas exactement comment récupérer les contenus. Alors je vous rassure, on trouve systématiquement hein, des moyens de contournement, mais le risque c'est de perdre du temps, de passer beaucoup d'énergie sur ces projets qui en fait sont pas forcément encore suffisamment mûrs, notamment du point de vue de la faisabilité technique, pardon. Là, en termes de cinématique globale, ce qu'on vous propose, ce sont des étapes somme toute assez logiques. Donc, en gros, on met à contribution le service producteur, on lui demande d'exporter les dossiers à la fois sous la forme documentaire, mais également le fichier de métadonnées aussi, hein, c'est ce que je vous présentais tout à l'heure, donc une arborescence composée de dossiers sous dossiers avec le plan de classement métier et les pièces à l'intérieur, plus un fichier de métadonnées là encodé en XML qui va nous permettre de qualifier à la fois les dossiers et les pièces à l'intérieur. Je vous montrerai un petit peu à quoi ça ressemble tout à l'heure.
Voilà, donc c'est deux types d'actifs. Ensuite, une fois que ces exports sont réalisés, ben, on va pouvoir réaliser des opérations de redressement, de préparation, de transformation de contenu et verser ces archives en fait dans des paquets compréhensibles par le système d'archivage. Vous voyez que là, dans le schéma, on n'a pas cité d'outils parce que justement, à la suite, on va travailler sur des prototypes et vous allez voir qu'à partir d'un même jeu de données, en fait, aujourd'hui, dans les écosystèmes dont on dispose, on peut faire beaucoup de choses à partir d'un même, voilà, à partir d'un même gisement. Et donc, il est vraiment important de ne pas avoir d'idées préconçues sur sur le scénario que l'on va pousser. Évidemment, vous avez des contraintes qui sont liées à vos contextes SI, vos contextes projets, vos politiques également d'archivage, voilà, votre positionnement pardon, en tant que service. Mais ensuite, à l'intérieur de ces entrants, on va dire, et aujourd'hui, on a beaucoup de possibilités qui permettent de verser dans les systèmes d'archivage électronique, soit de manière automatisée, soit de manière manuelle, et c'est ce qu'on verra après. Une fois que le versement est réalisé dans le SAE, il y a un acquittement qui est réalisé. Voilà, vous voyez la fin du processus. Potentiellement, il pourrait y avoir aussi une gestion des retours, soit d'acquittement, soit d'erreur, à relancer de manière itérative pour arriver à la conservation dans le système d'archivage de destination. Alors, si je poursuis encore, donc voilà les prototypes sur lesquels on a décidé de travailler. Encore une fois, ce ne sont que des exemples. On pourrait passer la journée à prototyper des versements, des interfaces, des transformations dans tout un tas d'écosystèmes différents. Ce qu'on voulait simplement vous montrer aujourd'hui, c'est que dans le contexte de l'archivage numérique public, pour les archives publiques, on a donc tous ces outils d'archivage qu'on retrouve plutôt dans la colonne de droite, donc des outils comme Margerem, Azalaï, Vitam. Ce sont les outils qu'on retrouve un peu partout. Et en amont, on a donc dans le contexte que je vous présente des actifs qui sont composés de documents, de dossiers documentaires et de métadonnées. Et entre les deux, ben, on a tout un tas de possibles. Et c'est un petit peu là-dessus voilà, qu'on va passer du temps maintenant. Donc, en manipulant à la fois des données manuellement et en manipulant aussi des données de manière semi-automatique, de manière soit complètement générique, soit complètement à façon. Voilà, pour vous montrer un peu le champ des possibles. Et sans entrer dans des considérations techniques très détaillées, le but c'est de vous montrer que à date, malgré les contraintes que j'ai citées tout à l'heure, on sait préparer et on sait verser des contenus dans des systèmes de destination. Ce qu'on essaye de dire, peut-être, excuse-moi, mais Je t'en prie. par rapport à ça, c'est que finalement, aujourd'hui, et vous retrouverez ça dans le guide, le point sensible, c'est la question de l'export des contenus. Ouais. J'ai envie de dire, quel que soit ce qu'on réussit à exporter et sous quelle forme. Et ce qu'on sait aujourd'hui, et ça, c'est un vrai changement par rapport à 2020-2021, quand on travaillait sur ces sujets, les archivistes ont une boîte à outils, dont il y a quelques exemples ici, qui est très étoffée et qui nous permet globalement de faire à peu près ce qu'on veut. Et en fait, c'est ça qu'il faut retenir. Donc aujourd'hui, les points de blocage, ils sont plus là du côté des archivistes, ils sont plutôt du côté de qu'est-ce qu'on arrive à exporter et comment on fait en sorte que ces contenus ils soient conformes à ce que nous, on a envie de faire en matière d'archivage. En matière d'archivage, oui, tout à fait. Et donc sans entrer dans des tunnels, ou des préconfigurations d'outils, mais plutôt en analysant l'existant, le contexte de production et en définissant pardon, ses besoins d'archivage. Aujourd'hui, effectivement, on a tout un champ de possibles et c'est plutôt heureux. C'est-à-dire on n'aurait pas pu vous présenter des prototypes de ce type-là de manière aussi fluide, pardon, il y a encore, justement, en 2020 ou 2021, quand on a commencé à travailler sur le manuel. Ça a quand même évolué ces dernières années et il est probable que si on devait reparler de ces choses-là encore dans 3 ou 4 ans, on aura encore de nouvelles possibilités qui s'offrent au projet. Ok.
Alors, finalement, ce qu'on peut faire maintenant, c'est peut-être justement passer à une phase un petit peu plus pratique. Le but, c'est quand même de vous montrer ce qui est disponible. Alors, le premier prototype consisterait à préparer des données dans le contexte, dans un contexte, Octave vers MarchRM. Alors, je vous ai pas montré les données, mais donc effectivement, elles sont composées de dossiers de ce type-là, hein. Vous aviez la capture et le fichier de métadonnées associé, il ressemble à ça. C'est un fichier XML qui est propriétaire, hein, enfin qui a été défini par la GED métier en l'occurrence. C'est relativement configurable, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est dans ce dossier, dans ce fichier, pardon, c'est qu'on a un bloc par dossier avec à l'intérieur une identification du dossier, des informations qui permettent de qualifier l'individu et donc des informations plutôt à la fois techniques et intellectuelles qui permettent de décrire chacune des pièces. Et donc le but, ça va être de de partir de ces entrants-là et de les faire rentrer dans les différents systèmes. Alors, donc dans le contexte Octave vers March, en gros, ce que je vais faire rapidement, hein, c'est vous montrer. Donc, je vais ouvrir je vais lancer un, je l'avais déjà fait d'ailleurs. Je vais lancer une instance d'Octave qui est ici, capturer les données et on va ensuite ces données-là, on va les décrire sur le plan archivistique. Donc, je vais les récupérer ici. Hop. Donc, je viens d'ouvrir Octave, je vais créer mon paquet, d'accord? À partir de là, je vais ajouter des métadonnées archivistiques qui sont à la fois des métadonnées que je peux compléter voilà, en tant qu'archiviste et que je vais aussi récupérer, fusionner à partir du fichier XML du fichier de métadonnées. Donc voilà, la capture a été réalisée. Vous voyez qu'à ce niveau-là, j'ai pas tellement d'informations, hein. J'ai que les informations disponibles par défaut, récupérables par Octave. Et donc, ce que je vais faire, c'est ce que je vais avoir besoin de faire, c'est récupérer les informations qui sont ici dans le XML pour aller les compléter dans Octave. Pour ça, il n'y a pas 50 solutions, hein. Soit je le fais manuellement, donc quand j'ai 3 dossiers, c'est possible. Quand j'en ai un peu plus que 3 dans un échantillon, ça devient un petit peu plus compliqué. Et donc, vous voyez, enfin, tout à l'heure, on vous a dit qu'on pouvait faire beaucoup de choses. Ben, typiquement, dans un outil comme Octave, on peut importer un fichier CSV. Alors peut-être que la première chose à faire ici, c'est de partir du fichier XML qui était transmis par la GED, si c'est ça le scénario qu'on a retenu, et ce fichier XML, aller le transformer directement dans un format CSV. Donc j'ai double-cliqué là sur un script et je récupère en sortie un fichier CSV qui n'est pas directement utilisable dans Octave, mais qui va me permettre facilement d'être mappé dans un format Octave compatible et voilà, qui va me permettre de gagner du temps. Donc vous voyez, ce fichier il vient d'être généré, il a été directement généré à partir du fichier XML. Et en fait, voilà, en tant qu'archiviste, maintenant, je manipule plus de la data structurée XML, mais de la donnée tabulée. C'est c'est autrement plus simple et surtout ce format-là, je vais pouvoir facilement l'importer ou le fusionner dans une structure que Octave comprend. Et je vais vous le montrer tout de suite. Si je retourne dans Octave, eh bien, à partir de ce fichier XML transformé, vous savez que dans Octave, je peux importer des fichiers de métadonnées. Là, j'en ai un qui est prêt, hein. Et donc, le fichier a été importé avec succès. Et maintenant, j'ai bien mes termes d'indexation qui vont en fait compléter mon futur instrument de recherche. Et une fois que j'ai fait ça, je peux exporter mon paquet et je vais pouvoir passer aux étapes suivantes. Donc, ça se fait d'un coup de cuillère à peau, c'est logique là, hein. Enfin, la présentation a été préparée, évidemment, en contexte, ça prendrait un petit peu plus de temps que ça, mais vous voyez que on peut faire des choses de manière tout à fait autonome, sans forcément avoir besoin du support du service informatique, assez rapidement, voilà, je peux récupérer mon paquet. Alors justement,
Ce qu'on peut juste dire par rapport à ça, c'est que par exemple, quand nous on vous accompagne, hein, puisque c'est des choses qui arrivent de temps en temps, on peut vous aider à faire les scripts. On vous fait un mode opératoire dans lequel on vous explique tout ce qu'il faut faire étape après étape, même sous-étape après sous-étape, et on vous forme à la façon de travailler jusqu'à ce que vous soyez en capacité de faire les paquets. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on peut apporter au cours d'une AMO. Et donc pour répondre tout de suite à la question du script, c'est un script là que Baptiste a développé hein, pour transformer le XML en CSV, mais votre service informatique peut faire ça. Il y a d'autres outils qui peuvent le faire. Ça fait partie du scénario d'archivage. Alors je suis allé un petit peu vite, effectivement, je vois la question. En fait, ça se voyait pas parce que le lancement d'un script, avec un batch. En gros, j'ai écrit un batch qui fait appel à une feuille de transformation qui va récupérer le XML et qui le transforme dans un format CSV directement compréhensible dans un outil de type tableur. Donc là, c'est un script à façon qui a été spécifiquement développé pour répondre à ce besoin-là. Effectivement, soit ça peut être réalisé en AMO, voilà, ça peut être réalisé aussi, ça peut être confié aussi à vos services informatiques ou à vous-même, hein, si vous voulez, si vous pouvez développer des outils de ce type-là. Alors donc, effectivement, j'ai exporté le paquet, d'accord. Donc, en sortie d'Octave, je retrouve bien mon bordereau avec mes contenus. Hein, mes contenus sont dedans. Je vous fais grâce de la structure CEDA. Voilà, comme ça, j'aurais cité le mot quand même. Et donc effectivement, ce que je vais faire là, c'est me connecter à une instance de MarchRM, puisque c'est ça qu'on voulait vous démontrer. Et vous allez voir que ici, donc je me suis connecté avec un compte service versant. Et ben, en fait, je vais importer, je pourrais importer un bordereau ici, effectivement, bah, pour répondre à mon besoin et aller voilà, jusqu'au bout de la procédure. Donc, en fait, pour gagner du temps, parce que je vois que le temps avance quand même, en fait, finalement, je ne veux pas vous faire la présentation du versement, mais j'ai des paquets qui sont rentrés et vous voyez qu'ici, on retrouve bien à l'intérieur de cette instance de MarchRM, je retrouve bien mes dossiers. Donc à Ricochet, Lucienne Billard, Perrier, ce qu'on avait dans l'arborescence Windows tout à l'heure, avec l'arborescence jusqu'aux pièces. Donc un premier exemple, premier prototype, Octave, plutôt transformation XML vers CSV, import dans Octave, mise à jour dans Octave des métadonnées, export du paquet, il y a une petite phase de nettoyage dans la CEDA Box et import, ou plutôt versement dans MarchRM. Voilà, premier cas d'usage pour ces données-là. Ensuite, deuxième prototype, je vais vous présenter la même chose, mais dans des outils différents. C'est-à-dire que là, je vais essayer je vais verser ces données-là dans Azalae, dans une instance Azalae, mais en partant d'un outil, de l'orchestrateur de flux de Libriciel qui est Pastel. Donc, dans mon instance de Pastel qui est ici, je vais me connecter. D'accord. Et alors, ma session n'est plus valide. Alors, je vais le refaire. C'est pas très grave. Hop. Et donc, dans mon orchestrateur de flux, j'ai configuré mes connecteurs d'entrée, mes connecteurs de transformation, mon connecteur de transport. Hein. En fait, Pastel, c'est un orchestrateur, mais qui peut jouer un rôle de TL dans un cas de ce type-là. Et donc, en gros, hein, ce que je vais lui donner à manger, c'est le fichier XML, le zip dans lequel on a regroupé tous les dossiers et toutes les pièces, et c'est Pastel qui va jouer ce rôle-là. Alors, je vous montre juste rapidement un tout petit morceau de la configuration. Donc, dans Pastel, je vous ai dit, il y a des connecteurs d'entrée, des connecteurs de sortie et des connecteurs de transformation. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est le connecteur qui permet de transformer les contenus dans un modèle qui est compréhensible par le système d'archivage électronique. En l'occurrence, là, qui est Azalae dans le prototype que je suis en train de vous montrer. Et donc, dans Pastel, je vais pouvoir formaliser mon squelette de bordereau de versement, de mon bordereau électronique. Et typiquement, je vais pouvoir lui dire des choses du type va me chercher dans le fichier de métadonnées XML telles et telles informations au regard de tel ou tel type de contrôle.
Donc en fait, de manière programmatique, dans un outil comme Pastel, je vais pouvoir dire par exemple, tu montes en mémoire toutes les dates de décès pour cet exemple-là, et dans ces dates de décès, tu vas me chercher les dates extrêmes, et ces informations-là, tu vas aller les compléter dans le bordereau de versement. Donc vous voyez, là par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure dans Octave, en gros, ce travail-là, un peu plus intellectuel de qualification de contenu, on va pouvoir le confier à cette application intermédiaire. Ça, ce n'est possible dans le contexte que je vous présente uniquement parce que, d'une part, l'application de production a été capable de nous fournir des exports structurés, et aussi parce que l'application de production, elle dispose de données de qualité. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir des données, des données exportées, il faut aussi que les champs sur lesquels on s'appuie soient alimentés de manière précise, selon une structure particulière bien formatée. Et je suis sûr que vous avez déjà été confronté à ça. Parfois, on a des exports depuis des applications de production, donc depuis des bases de données, dans lesquelles en fait on a une qualité de saisie qui est pas forcément très homogène. Donc, pour pouvoir dire, là, il est intéressant de passer par Pastel. Parce que voilà, il est intéressant d'automatiser, parce que les données sont suffisamment stéréotypées, il faut au préalable avoir vérifié, ou en tout cas voilà, contrôler, analyser la qualité pardon, de ce qui est disponible dans l'application de production. Donc c'est pour ça que dire a priori, je vais interfacer mon application, par exemple mon multigeste, avec mon Azalae et ça passera par Pastel, c'est pas aussi simple que ça dans la réalité parce que même à outils constants, potentiellement on peut avoir des surprises dans la qualité même des contenus. D'accord? Donc là, c'était plutôt l'idéal dans cet exemple-là. Ce que je vais vous faire, ce que je vais vous montrer, pardon, c'est inversement. Là, c'est plus rapide que tout à l'heure dans MarchRM. Euh, donc, je vais chercher c'est pas Attention, ça, c'est pas mon le bon. dossier, voilà, mon dossier MDPH. Et donc, j'ai paramétré un flux studio. Je vais lui donner le fichier de métadonnées. C'est toujours le même, le fichier XML. Et je vais lui donner donc le conteneur dans lequel on a regroupé tous les dossiers que je vous ai montrés précédemment. Ensuite, voilà, donc j'enregistre. Et là, Pastel il y a un cheminement, un workflow, en gros, pour le dire autrement, qui a été configuré. Et en fait, il est en train de transformer le contenu, de faire, de vérifier les conditions que je vous ai montrées tout à l'heure, et il va générer un paquet et l'envoyer à Azalae. Alors je me connecte à Azalae pendant que je parle, et normalement, si tout se passe bien, vous verrez que dans Azalae, j'ai des transferts qui ont dû arriver. Il y a un transfert qui a dû arriver. Alors, on va voir ça. Ah oui, si je le verse pas au SAE, évidemment, il n'y a pas de versement. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, c'est tout à fait étonnant. C'est vraiment typique Oui. de l'effet démo, puisque évidemment, ça a été testé On l'a plusieurs fait fois hier et ça et ça fonctionnait. fonctionnait. Qu'est-ce qui se passe? Bon, de toute façon, je ne vais pas y passer des heures, mais a priori, il y a bien un bordereau qui a été généré. Il y a autre chose là qui semble poser problème. L'archive a été générée. Juste essayer de reverser. Est-ce que c'est peut-être tout simplement les plateformes? Oui, regardez, Service Unavailable. Voilà, donc je pense que c'est soit côté SAE, soit côté. C'est une erreur 503, donc c'est un serveur qui marche pas, une erreur 503. C'est un service qui fonctionne pas. Mais donc normalement ici on devrait avoir un versement qui est réalisé. Mes excuses pour ça. Tu dois avoir ce qu'on avait fait hier, hein, Eh ben non, parce que je non? les ai supprimés. Tu avais versé. Ok. C'était parti de On zone. Voilà. peut faire un dernier exemple peut-être? Oui, je fais un dernier exemple, peut-être dans le contexte Vitam. Et on va passer directement au prototype au numéro 4, c'est-à-dire donc du coup sur la base d'une conversion vraiment à façon. Donc là, l'idée, c'est de dire que on va récupérer les entrants, qui sont donc toujours le fichier de métadonnées en XML et les données, et en fait, on développe une espèce de d'ETL maison qui va réaliser toute la phase d'analyse technico-fonctionnelle et qui va transformer tout ça dans un paquet
qu'on va envoyer dans le SAE. Alors, je ne vais pas le faire vers Azalea, mais je vais le faire vers Vitam, du coup, comme ça, puisqu'on sait qu'Azalea ne fonctionne pas là tout de suite. Donc là, en gros, l'idée, c'est quoi? C'est que on a spécifié un besoin de transformation, et ce besoin de transformation génère un paquet. Donc, c'est du développement aussi interne, hein, c'était pour la démo. On récupère ces entrants-là, on les transforme dans un paquet. Ce paquet, on fait en sorte que, il soit compréhensible par le système d'archivage de destination qui se trouve être Vitam dans ce contexte-là. Et vous voyez que j'ai un paquet qui a été généré, d'accord? Et ben, maintenant, ce que je vais faire, hein, c'est ce paquet, je vais le transmettre au système d'archivage électronique. Et pour ce faire, donc, je vais juste vous montrer un petit peu. Je vais passer par les API directement, les API de Vitam. Donc, j'ai du code qui est préparé là-dessus. Et donc, voilà, juste en cliquant sur ce bouton-là, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est que je fais un appel à Vitam et je lui dis, tu vas me chercher le paquet qui est associé, qui vient d'être généré, et il l'envoie directement à Vitam. Donc, si je me connecte au portail, ici, normalement, dans le journal des opérations, je devrais avoir une entrée, vous voyez, qui date bien du 10 janvier à 15h31. Donc, c'est bien ce versement-là. Et si tout se passe bien, voilà, je devrais l'avoir qui s'affiche dans le registre enfin, pardon, directement dans le plan de classement associé, étant entendu évidemment que mon instance a été configurée. On retrouve bien mon échantillon, pardon, avec mes 3 dossiers qui viennent d'être versés, hein. C'est bien le versement de 15h31. Je pourrais faire la même chose dans d'autres contextes, dans de la Zalea, dans du marché REM, hein. Il y a des web services aussi à l'entrée. Et encore une fois, le sujet par rapport à ça, c'est pas tellement de savoir si on développe ou pas, c'est pas tellement de savoir si on automatise ou pas, mais c'est d'analyser l'existant, de voir ce qu'on est capable de faire, de voir ce qui est soutenable aussi sur le long terme, et ensuite de faire des choix en conséquence. Voilà. Voilà un peu pour ces prototypes-là. Alors, si je retourne, si je reviens au support, alors, en synthèse par rapport à tout ça, en gros, ce qu'on peut dire, et je finirai là-dessus, Stéphanie, c'est que les quelques outils qu'on vous a montrés, en fait, aujourd'hui, on se rend compte que ils sont assez compatibles avec pas mal de solutions du marché, et dans pas mal de solutions aussi enfin, pas mal de versions de SEDA. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que on fait un peu comme on le sent en fonction des contraintes de chaque contexte à la fois d'archivage et de production. Je te laisse reprendre. Oui. Peut-être pour conclure cette partie-là et amorcer la partie sur le guide, en fait, ce qu'on a essayé de vous montrer là très très rapidement, je crois qu'il y a vraiment 2 choses à retenir. La première, c'est que euh, tous les choix d'archivage sont directement liés à l'analyse. C'est pour ça qu'on a repassé du temps tout à l'heure pour remontrer le processus, les choix qu'on fait, etc. Les outils doivent toujours être au service de ce que vous souhaitez faire et pas l'inverse. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de très, très important. Du coup, ça nous évite aussi de rentrer dans les projets par des phrases du type « Ah bah de toute façon, il faut connecter la GED et le SAE ». Ce qui, au regard de ce qu'on vient de vous montrer, n'a aucun sens. Donc ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet qui est très important, et dans le guide pratique dont on va parler juste après, on l'a intitulé Laisser les portes ouvertes. Il ne faut pas partir sur un scénario préconçu. Même si vous avez un processus identique à celui de votre voisin, que vous partagez les mêmes outils, que vous partagez le même cadre réglementaire, vous pouvez avoir des productions qui sont différentes. Ce qui veut dire que, par exemple, dans le contexte A, ben oui, on va pouvoir utiliser du pastel et automatiser. Dans le contexte B, ben non, ce sera pas possible parce que les données sont moins homogènes, ou qu'on n'a personne pour configurer du pastel en interne, ou que tout simplement on n'a pas l'outil dans sa dernière version. Donc on en revient à quelque chose que nous, on estime vraiment être fondamental, c'est que chaque projet de versement, c'est un projet spécifique dont vous devez avoir les clés. C'est ça qui va donner du sens aussi sur le plan archivistique, et c'est pour ça aussi qu'on s'attache à vous montrer en démo des SIP dans lesquels il y a un plan de classement, il y a des métadonnées, des choses qui font du sens sur le plan des archives.
Alors, par rapport au guide pratique, donc on a essayé à l'intérieur de ce guide de faire plusieurs choses. Si tu peux me mettre la slide suivante, s'il te plaît. L'idée principale, hein, c'était que une des difficultés à laquelle on reste confronté, c'est que ces projets-là restent difficiles à appréhender. Et souvent, on se rend compte que quand on n'en a pas fait, c'est difficile de concevoir le projet avant de se lancer dedans. Donc ça, c'est lié au fait qu'il y a beaucoup de paramètres. On en a un petit peu parlé. Il y a le service producteur, il y a le service informatique, il y a les outils, il y a les différents aléas techniques qu'on peut rencontrer. Et en plus, c'est vrai qu'on a plus d'acteurs autour de la table que dans le monde papier. Donc c'est pas toujours facile à maîtriser. Donc l'idée du guide, c'est de vous donner des clés pour que vous puissiez anticiper au maximum les éventuelles difficultés et que vous ayez aussi une espèce finalement de checklist de tous les points de contrôle à réaliser pour que votre projet s'annonce le mieux possible et que vous ayez pu déjà identifier des points de blocage, éventuellement les lever. On peut se dire aussi que ça peut servir à vous aider à prioriser vos projets de versement en vous disant que si par exemple dans les points de contrôle, vous commencez à voir qu'il y en a beaucoup qui sont problématiques, que sur certains points, ben, voilà, vous n'arrivez pas à lever les verrous, peut-être que c'est pas le projet de versement à prioriser et qu'il faut en prendre un autre. D'où le lien aussi avec un autre sujet qui est le sujet de la politique de collecte, dont on aura l'occasion de reparler dans le webinaire, je pense qu'on fera avant l'été. Donc c'est un autre sujet, mais qui est directement lié à cette question de la priorisation. Et puis, ce qu'on a fait dans le guide aussi, donc dans la deuxième partie, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, on vous a donné des clés pour rédiger un cahier des charges dans le cas où vous faites accompagner pour la préparation du versement. Par rapport à ce qui vient de vous être montré, nous, on peut intervenir sur plusieurs phases différentes. Ça peut être à la fois pour vous aider à faire la modélisation du processus métier et toute la phase d'analyse. On peut être là aussi pour soutenir la définition des besoins d'archivage, même si ça, nous, on considère que c'est vraiment au service d'archives d'être souverain et maître par rapport à ces choix-là. Et puis, ce qu'on peut vous apporter, là, je pense que c'est quand même vraiment une plus-value, c'est justement à définir les scénarios d'archivage possibles dans le sens de ce que Baptiste vient de montrer, c'est-à-dire avec des prototypes à l'appui et puis derrière chaque prototype, chaque scénario, vous dire voilà, dans votre contexte, ça c'est intéressant, ça l'est moins, ça c'est possible, ça risque de poser des problèmes et donc tout cet argumentaire qui va vous amener à choisir un scénario qui est pertinent. Donc si on passe un tout petit peu, donc dans la slide suivante, il y a le plan du guide. Donc pour ceux qui l'ont déjà téléchargé ou qui ont jeté un coup d'œil, vous verrez que c'est assez simple. Il y a deux parties. Donc la première partie, elle s'appelle préparer son projet. Donc là, c'est vraiment à destination de tout le monde. Il y a quatre points de contrôle et un certain nombre de conseils complémentaires vraiment pour préparer le terrain. Et la deuxième partie, donc elle s'appelle rédiger son cahier d'archivage, son cahier des charges, pardon, avec une foire aux questions dans laquelle on a essayé de regrouper un peu toutes les questions qu'on nous pose régulièrement. Donc c'est vraiment sous forme de questions et de réponses. Les points incontournables qu'on estime nous devoir figurer au cahier des charges et puis ensuite un plan type de cahier des charges avec des exemples de rédaction. Ça c'est inspiré de ce qui avait été fait dans la bibliothèque de documents de référence du SIAF pour d'autres cahiers des charges. On n'est pas allé, nous, jusqu'à tout rédiger. On vous a laissé plutôt libre sur un certain nombre de paragraphes et puis sur d'autres, on vous a présenté carrément des éléments de langage dans lesquels vous pouvez aller piocher ce qui vous intéresse ou pas. Alors, si on fait juste je fais un tout petit focus sur chaque partie et puis on s'arrêtera là. Donc, sur les points sensibles, on a identifié 4 points de contrôle. Le premier, ça concerne tout ce qui va être vérifier l'opportunité du projet. Alors, je sais que ça peut paraître parfois un peu saugrenu et pourtant, il nous arrive régulièrement d'intervenir sur des projets dont on se rend compte au bout de quelques séances de travail que finalement, ils sont pas si opportuns que ça. Pourquoi? Parce que il n'y a pas vraiment de lien avec la politique de collecte, c'est pas toujours adéquat avec le positionnement du service d'archives ou son offre de service. Donc c'est important d'essayer de travailler sur qui fait quoi là-dedans, quels sont les éléments déclencheurs, pourquoi on veut travailler sur ce projet de versement, qui va le porter. Et pour le dire en un mot d'une expression un peu triviale, c'est est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que l'énergie que je vais mettre dans le projet est justifiée par l'intérêt des archives, par un intérêt stratégique à travailler sur ce projet, etc., etc.
Une fois qu'on a fait ça, il faut aussi se poser dans la question de l'opportunité, la question de savoir si c'est le bon moment pour le projet. Alors ça, c'est très important, donc j'insiste là-dessus. En fait, il faudrait vérifier vraiment 3 sujets par rapport à est-ce que c'est le bon moment. Le premier point qui est vraiment celui qu'on rencontre le plus souvent, c'est est-ce que le processus métier est stabilisé? Pourquoi je dis ça? Très souvent, il arrive que on ait des processus métiers qui soient en pleine dématérialisation, réorganisation, et à ce moment-là, on se dit, oh là là, il faut travailler sur l'archivage. Or, on se rend compte que souvent, c'est pas le bon moment pour travailler sur l'archivage, parce qu'en réalité, le processus qu'on vous a montré là tout au début, ben, il est en pleine transformation, il est en pleine réorganisation. Le service métier, il a plein de choses à faire, il est occupé par sa réorganisation, il a absolument pas le temps, et c'est pas absolument pas le moment de s'occuper des archives. Je me permets de rappeler hein, quelque chose qui est vraiment important, c'est que pour archiver, ben, il faut que les archives existent. Alors je sais que ça paraît complètement stupide de le dire comme ça, mais il nous arrive vraiment très régulièrement d'arriver dans des projets dans lesquels, ben, en réalité, on est en pleine dématérialisation et les archives, ben, tout simplement, elles n'existent pas. Donc quand c'est comme ça, attendez pour lancer votre projet de versement. Et puis, dernier point par rapport à l'opportunité, il faut aussi que votre système d'information il soit stable. Si l'année prochaine, vous avez une grosse montée de version qui est prévue pour l'application de production, si vous allez changer de JED, si le service métier il va changer d'outil, c'est pas le moment. On viendra, alors, soit on intervient sur la partie reprise de données, soit on interviendra après, quand le processus, le SI, les outils, tout ça sera stabilisé et qu'on pourra travailler sur l'archivage. Alors, je sais qu'en disant ça, je m'inscris en faux hein, contre cette idée très répandue de dire oui, il faut qu'on intervienne très en amont, sinon il n'y aura pas d'archivage. On n'a pas le temps de développer ça maintenant, on pourra y revenir dans les questions si vous voulez. Mais en tout cas, on sait aujourd'hui hein, que c'est pas forcément nécessairement une bonne chose que d'intervenir très en amont. Oui. C'est vrai on a déjà vu des projets même qui étaient bloqués hein, de ce point de vue-là, si tu me permettrais. Oui, ben dans le guide, en fait, on développe par exemple le sujet des autorisations de droit des sols que vous connaissez bien, notamment en commune, en interco. Bon, la dématérialisation, elle a Elle est été récente. lancée à un temps T sur le plan réglementaire. Dans l'année qui a suivi, on a fait pas mal d'études sur l'archivage de ces ADS. Et en fait, ces études, elles ont été bloquées parce que le processus métier, bah, il n'était pas stable. Le système d'information n'arrêtait pas de bouger parce que les outils évoluaient sans cesse. Clairement, c'était pas le beau moment pour faire l'archivage. En plus de ça, il y a une DEA qui fait que la collecte n'était pas immédiate. Donc, de toute façon, on était trop en amont dans les projets. Si j'avance un tout petit peu sur les points de contrôle, donc il y a ensuite un sujet sur le périmètre du projet, parce que très souvent, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, en réalité, dans un projet de versement, vous allez avoir plusieurs sous-projets. Alors, le cas classique, c'est il y a du stock, il y a du flux, mais parfois on a plusieurs stocks parce qu'au cours du temps, ben, on a différents ensembles qui se sont constitués et parfois on peut avoir plusieurs flux également. Donc tout ça, c'est important de l'identifier rapidement pour que vous ayez en tête voilà, les différents blocs qui vont constituer votre projet de versement. Ce qu'il faut avoir en tête aussi et identifier dans le périmètre, c'est les objectifs de chacun. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, élimination, valeur probante, conservation de long terme, quels sont les différents types de besoins qui peuvent être associés au projet. Et puis des choses plus classiques, vérifier la disponibilité des acteurs. Alors côté service producteur, surtout au début du projet, plus ça va aller, moins on a besoin de les solliciter, et surtout service informatique tout au long du projet, et souvent plus que ce qui y est imaginé à la base. Et puis travailler en mode projet, bon ça c'est des choses dont vous avez l'habitude, c'est-à-dire définir son calendrier, son budget, éventuellement une comitologie. Ça c'est des choses assez classiques que vous connaissez. Si on passe un petit peu sur le sujet suivant, qui est l'organisation de la prestation, si vous voulez recourir à un accompagnement, bah, on vous a donné donc quelques idées également. Alors, ce que je voulais juste vous dire en résumé finalement de ce qui est écrit dans le guide et avant donc de conclure, sur l'accompagnement, moi, je dirais qu'il y a plusieurs moments dans lesquels c'est opportun de recourir à un accompagnement. Ça peut être, et c'est le cas le plus fréquent, par exemple, sur vos premiers flux d'archivage. Pourquoi? Parce que ça peut vous permettre, bon, déjà de faciliter le travail,
Ça peut permettre à l'équipe de monter en compétence à la fois sur la méthode, mais aussi sur les outils. Et ça peut vous permettre, du coup, d'être accompagné sur une typologie de flux qui peut être variée. Ça peut être de la bureautique, ça peut être des versements de dossiers plus homogènes, plus sériels. Donc ça, c'est un premier cas de figure. Le deuxième cas de figure dans lequel c'est intéressant d'avoir un accompagnement, c'est le cas de versement complexe. Complexe pourquoi? Parce que ça peut être complexe sur le plan technique, ça peut être complexe parce qu'il y a beaucoup d'acteurs à mobiliser, ça peut être complexe aussi parce que par exemple on va vouloir spécifier des développements supplémentaires, faire des scripts à façon, des choses comme ça. Et là, ça peut être utile d'avoir une ressource technico-fonctionnelle qui va vous accompagner là-dessus. Et puis le troisième cas de figure, ce serait de renforcer les moyens d'un service d'archives qui est peut-être un peu faible sur le sujet de façon temporaire et d'externaliser alors là complètement tout le processus. Et ça peut même aller, puisque nous on le fait dans certains cas, jusqu'à l'externalisation de la préparation des SIP. C'est-à-dire que dans ces cas-là, vous nous donnez les données brutes et on prépare les SIP à verser dans le SAE. Dans tous les cas, je pense que ce qui est important à avoir en tête, c'est que même quand on externalise, il faut prévoir du temps de travail interne pour piloter, pour contrôler, pour coordonner le projet. Et donc, dites-vous bien qu'il y a quand même toujours ce lien qui doit être fait entre le service d'archives et puis le prestataire auquel vous allez recourir. Voilà. Ensuite, sur les types de prestations, donc c'est plutôt le que faut-il commander, il y a différentes choses. Il y a de la prestation d'accompagnement sur la phase d'analyse, ce que je vous disais tout à l'heure, sur la définition du scénario d'archivage également. Et puis, le troisième volet, ce serait plutôt sur tout ce qui va être prestation d'accompagnement à la mise en œuvre, qui peut aller assez loin, on l'a dit tout à l'heure, ça peut être des scripts, ça peut être des cahiers de paramétrage, par exemple sur du pastel, ça peut être des choses qui vont vraiment très très loin. Et puis, ce que je peux dire aussi donc, par rapport à ça, c'est que aujourd'hui, on commence aussi à avoir des formules d'accompagnement assez souples. Donc, il y a certains projets, je pense qu'il y a des personnes qui sont présentes aujourd'hui, qu'on accompagne, nous, par exemple, à la carte. C'est-à-dire qu'on n'intervient plus du tout sur les phases d'analyse, de définition de scénario, ça c'est vous qui faites. Mais en revanche, de temps en temps, vous avez un point ponctuel qui vous pose problème, vous voulez avoir un avis technique, vous voulez une relecture de livrable, on peut faire du conseil comme ça de façon très très pointillée, mais qui nous permet justement de vous accompagner de façon un petit peu continue sur le fil du projet. Donc ça peut être également des moyens de travailler qui sont intéressants. Je fais un dernier petit point aussi sur le calendrier. Alors, souvent on nous dit combien de temps il faut prévoir. C'est difficile de répondre à cette question parce que, on l'a dit un petit peu, vous avez vu qu'il y a beaucoup de facteurs externes qui interviennent dans ce projet-là. Et donc ça, c'est pas forcément évident à prendre en compte. Sur les phases d'analyse jusqu'au scénario d'archivage, nous, on compte en général entre 3 et 4 mois, à condition que les différents acteurs du projet soient disponibles. Évidemment, si vous avez un service producteur qui met 3 semaines à organiser une réunion d'1 heure, bon, ça va prendre plus de temps que ça. Mais en général, on s'en sort aux alentours d'un trimestre. Ensuite, sur la partie mise en œuvre technique, là, ça peut être beaucoup plus long. On peut citer le cas d'un projet là qu'on a accompagné en fin d'année dernière. Pour mettre en œuvre le projet, il faut prévoir une montée de version plus l'acquisition d'un module d'archivage. Tout ça, il faut le budgéter au niveau du service informatique, puis le faire rentrer aussi dans le calendrier de travail. Bon, vous voyez que évidemment là, on en a pour 6 à 9 mois supplémentaires avant qu'on puisse reprendre le travail d'archivage. Donc ça, c'est des choses qu'il faut négocier, qu'il faut travailler dans les calendriers de projet. Et puis, sur le sujet du budget, puisque c'est une autre des questions que vous allez poser si j'y réponds pas, donc je le fais tout de suite, je vais vous donner des grandes échelles sur les budgets d'accompagnement, sachant que évidemment après, ça dépend de ce que vous voulez faire en particulier. Nous, globalement, on a une échelle en 3 niveaux de projets. Les projets simples. Donc, c'est plutôt des projets dans lesquels on va avoir une seule source de capture, on va avoir plutôt de la bureautique, des choses pas très sérielles. Donc ça, en général, l'accompagnement, il va être aux alentours de 12 à 15 000 euros hors taxe pour le versement. Si vous avez des projets un tout petit peu plus complexes, donc nous on appelle ça moyennement complexe, c'est typiquement l'exemple là qu'on a vu sur la MDPH. Donc on a une ou deux applications de production, on va pouvoir essayer d'automatiser un certain nombre de choses avec des outils existants.
on va plutôt être aux alentours de 18-20 000 euros hors taxe. Et puis après, sur des projets plus complexes, où il y a beaucoup d'acteurs, il y a potentiellement plusieurs flux à organiser, on peut développer des scripts, etc. Là, on va être sur des choses plutôt aux alentours de 25 000 euros hors taxe, voire davantage. Là, ça dépend vraiment des contextes. Donc globalement, c'est toujours du sur-mesure, mais je tenais à vous donner des échelles de prix parce que je pense que c'est important aussi dans la façon dont on organise les projets d'archivage. Voilà. Donc je vous donne ces éléments-là de façon orale. C'est pas un engagement ferme et définitif, mais globalement, c'est les prix que nous on pratique à peu près. Et puis après, on peut faire plein de choses sur mesure, beaucoup plus ponctuelles, moins chères. À peu près tout est possible. Du coup, pour terminer cette présentation, je vous ai mis là le plan du cahier des charges un peu type qu'on vous a proposé. En général, ça reste des petits cahiers des charges. Faut pas dépasser 20-25 pages, avec des choses très classiques que vous connaissez par cœur, l'objet du marché, description du contexte, le cadre réglementaire et normatif. Je vous ai donné plein de clés dans le guide pour travailler là-dessus. Nous, de quoi on a besoin pour vous proposer un mémoire technique? C'est d'une part de connaître un peu votre environnement. Donc, qui sont les acteurs, quel est votre système d'archivage électronique et même votre service d'archivage numérique. Est-ce que vous avez une politique d'archivage? Est-ce que vous avez déjà fait des versements? Est-ce que vous êtes plutôt familier des outils là dont on vient de parler ou pas? Est-ce que vous attendez aussi justement de la prestation de montée en compétences? Il faut décrire bien sûr le processus métier que vous souhaitez traiter, aussi bien du point de vue du service producteur que du point de vue de la dématérialisation et des outils sur lesquels on s'appuie. Alors parfois, on en met trop, mais c'est pas grave. Moi, je dis toujours, vaut mieux trop d'informations dans le cahier des charges que pas assez. Sur les outils, il ne faut pas hésiter, à nous donner un peu votre environnement, les versions des outils, justement ce qui est prévu en termes de projet, est-ce qu'il y a des changements, des choses comme ça. Et puis ensuite, donc là, sur les prestations attendues, donc ici, on a fait un découpage en 3 phases qui est assez classique. Et donc là, sur chacune de ces phases-là, dans le guide, vous avez des petits paragraphes qui sont prêts à l'emploi ou dont vous pouvez vous inspirer fortement. Donc pour travailler sur les différentes phases qu'on a revues aujourd'hui, c'est-à-dire analyse de l'existant, définition des besoins, définition du scénario, choix du scénario, recommandation, et puis la spécification du scénario retenu. J'ai pas le temps d'y revenir aujourd'hui, mais sur les spécifications du scénario, il y a plusieurs façons de faire. Donc on a essayé d'expliquer ça aussi dans le guide pour détailler un petit peu ce que vous pouvez attendre. Bon, et puis des sujets sur les livrables et l'organisation de la prestation. Là aussi, c'est des choses assez classiques que vous pourrez découvrir dans le guide. Voilà, on va laisser un petit peu la place aux échanges maintenant. Peut-être en conclusion, si tu veux bien avancer sur le support. Donc, juste quelques éléments. Bon, d'abord, on espère que l'exemple qu'on vous a donné et puis le guide pratique faciliteront encore vos projets, vous donneront envie de vous lancer aussi dans de nouveaux projets de versement. Nous, on estime qu'aujourd'hui, on a vraiment toutes les clés en main pour réussir ces projets. Donc, quelque part, il y a plus qu'à. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à continuer. Évidemment, donc, on est à votre disposition. Alors, pour accompagner vos projets de façon ponctuelle ou plus régulière. Mais je l'ai écrit dans une guide, donc je vous le redis aussi. On reste à votre écoute pour recevoir vos commentaires, vous expliquer certains points du guide ou d'autres choses. Même si vous n'êtes pas nos clients, même si on n'a pas encore travaillé ensemble, nous, on est toujours ravis de pouvoir échanger avec vous, donc il ne faut pas hésiter par rapport à ça. Et surtout, alors même si parfois ça met du temps, mais on essaie toujours de prendre en compte aussi vos retours par rapport aux livrables qu'on produit, par rapport à la méthode. Plus c'est enrichi, évidemment, plus c'est utile, et on essaye vraiment de partager tout ça donc, avec le réseau. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin, ce sera le dernier paragraphe. Il y a toujours nos formations qui sont disponibles. Donc, je vous ai remis là celles qu'on va organiser à Paris ou en ligne en 2025. Mais sachez aussi qu'on intervient pas mal sur des formations qui sont organisées en interne dans les services d'archives. Donc, vous nous contactez par rapport à ça si vous avez des envies de formation. J'arrête de parler on vous laisse la parole. Alors, je suis désolée parce que du coup, je pense qu'on ne peut pas tellement utiliser les micros, mais n'hésitez pas à poser vos questions donc, dans le chat. En fait, je pense que si vous levez la main, on doit pouvoir on peut autoriser peut-être. On doit pouvoir autoriser le micro, ouais.
Ah bah alors allez-y, faites-vous plaisir. Voilà, peut-être lever la main. Et il y a eu des commentaires hein, Oui, alors j'ai pas tout lu, mais dans le chat. Il y avait une question à laquelle j'ai répondu relative au format archivable, enfin, entre guillemets. Là, évidemment, hein, dans la présentation qui a été faite, ce sont des formats qui étaient, qui étaient directement euh, euh, traitables, on va dire, enfin, versables dans un système d'archivage électronique. Mais évidemment, dans la phase d'analyse technique, il y a une opération de contrôle des formats à réaliser, et qu'on soit dans l'archivage intermédiaire ou définitif. Et effectivement, en fonction des contextes, on peut être amené à envisager des étapes hein, de conversion en masse ou pas, avant un versement dans le SAE. Donc là, on n'en a pas parlé spécifiquement, mais ça fait bien partie hein, des points critiques à prendre en compte. Ensuite, il y avait une question, je crois, qui était liée au manque de capture, lié au décommissionnement des applications. J'ai répondu là-dessus que, en fait, c'est souvent un moment, effectivement, le décommissionnement où la DSI fait appel aux archives. Et pour autant, là-dessus, donc, évidemment, hein, vous avez raison aussi de ce point de vue-là. Pour autant, il faut quand même faire attention aussi à ces moments-là. Justement, tout à l'heure, Stéphanie a parlé de politique de collecte. Et donc, potentiellement, en fait, c'est pas parce que sur le plan SI, il y a un changement d'applicatif que ça veut dire que les données qui sont produites dans ce contexte-là deviennent prioritaires. De notre point de vue, il faut aussi prendre en compte les autres entrants hein, qui sont liés au processus de travail, aux besoins d'archivage. Sinon, le risque, hein, c'est que vous ne soyez sollicité qu'en urgence, en mode pompier, voilà, pour aller récupérer des contenus qui sont pas forcément qualifiés. En fait, en gros, c'est pas parce pour le dire encore autrement, c'est pas parce qu'une application est décommissionnée que ces contenus doivent faire l'objet d'un archivage à court terme, à très court terme. Et ça veut pas dire qu'il faut fermer la porte à la DSI et aux services producteurs, mais cette urgence-là, elle doit être pondérée au regard des autres critères. Oui, alors pour répondre aussi à la question d'Ingrid Longelin, alors nous, vous le savez, on n'est que deux chez Mintika, donc on se concentre vraiment sur tous les sujets qui ont un lien avec l'archivage. Donc une fois qu'on a dit ça, il nous arrive de temps en temps d'intervenir sur des projets de dématérialisation. La condition, c'est qu'on ait quand même à un moment ou à un autre un lien avec le sujet de l'archivage. Donc, par exemple, ça nous arrivait de faire des audits de dématérialisation, voire des audits de numérisation, mais il faut quand même qu'on ait le service d'archives qui a un intérêt là-dedans, soit parce qu'il y a des archives à collecter définitivement, soit parce qu'on veut préparer un versement d'archives intermédiaires dans le SAE. Voilà. On va dire que c'est un peu notre critère pour qu'on puisse accompagner les projets. Sinon, il y a plein d'autres cabinets qui font de l'accompagnement à la démat. Il n'y a pas forcément besoin de nous pour ça. Alors, il y avait une question aussi relative, enfin un retour d'expérience sur l'accompagnement des services sur de la migration de serveurs bureautiques vers du MS365. On a déjà travaillé sur des données qui étaient conservées, manipulées dans du MS365, mais pas en particulier sur la migration de l'un à l'autre. Je vois pas là. Je sais pas, Stéphanie, si tu là-dessus. Euh, On pourra en reparler, hein, c'est vrai, si vous ouais, voulez. ouais. Bon, en sachant que, on part du principe, et, ça va être un peu brutal comme réponse, mais que, en fait, MS365, c'est un mode bureautique, tiers hébergé. Donc, pour le dire voilà, de manière un peu brutale, ce sont liés sans doute à des sujets plutôt de gouvernance et de bon usage de ces espaces-là. Mais en fait, un service MS365 qui se base sur du SharePoint avec des clés des points de montage l'environnement client, ça ressemble à de la bureautique externalisée, quoi. Mais on pourra en reparler, ouais. Peut-être aussi,
Mm. Pardon, Oui, pour répondre à la question d'Olivier Gélé, il y avait aussi une question de Frédéric Flech qui était plutôt au début de la oui, présentation. Euh, Vous savez que enfin, nous, au sein de Mintika, on a un positionnement qui est très particulier, c'est-à-dire que on travaille sur des processus métiers qui sont identifiés, qui ont été priorisés au sein d'une politique de de collecte, collecte. qui se base elle-même sur une cartographie des besoins d'archivage au sein de votre entité administrative. Donc, contre quoi on s'inscrit? Ben, on s'inscrit contre oui, on va interfacer la GED et le SAE parce que ça n'a aucun sens. Enfin, de notre point de vue, ça n'a pas de sens métier archivistique, même si ça peut se faire sur le plan technique. Et du coup, ben, quand vous avez beaucoup de projets de versement sur des dispositifs différents, ben ça, c'est ce qu'on a expliqué dans le manuel. En fait, enfin, un processus, un dispositif, c'est un projet de versement. Ça ne veut pas dire qu'après, on ne peut pas dupliquer ou s'inspirer des méthodes et des décisions qu'on a prises d'un contexte à l'autre, mais ce que ça veut dire, c'est que il faut trouver le bon niveau de granularité pour pas trop être dans le générique. Donc, nous, on ne croit pas du tout hein, à bah, tout ce qui permet finalement de faire de l'homogénéisation en disant bah, on va tout mettre dans la JET, puis après on balancera tout dans le SAE. Aujourd'hui, ça fonctionne pas. En tout cas, ça ne donne pas des versements qui derrière font du sens sur le plan archivistique, ce qui est quand même, de notre point de vue, le cœur du sujet. Mais on peut avoir d'autres points de vue, hein, je l'entends tout à fait. Mais en tout cas, nous, c'est vraiment comme ça qu'on travaille, parce que ce qui nous intéresse quand même, c'est la question du sens intellectuel qu'on donne à tout ça. Si vous avez encore quelques questions, bah, c'est possible, nous, on est encore disponible. Le service Azalea il refonctionne. Magnifique. Et donc le Donc, versement, il passe. donc il y a un versement qui vient de Il se finit Pastel et bien. un versement qui vient du proto à façon. Ok. Bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, vu qu'il est 16h01, on va vous libérer. On vous remercie vraiment très sincèrement de votre participation, de votre intérêt. On était très nombreux, ça fait plaisir. Bonne continuation à tout le monde. Vraiment, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, des retours sur le guide, sur les documents. Et puis, ben, sans doute à bientôt sur un des autres rendez-vous qu'on a mentionné tout à l'heure. Bonne fin de journée et puis bon week-end aussi, parce que on y est presque. Oui, merci Merci. beaucoup et effectivement, à bientôt sans doute par d'autres canaux. Bonne fin de semaine.